Bonjour à tous. Tiens, donne-moi le... Et d'abord, je suis très heureux d'être ici. La deuxième chose, c'est que je voudrais surtout vous féliciter, Kinésport, parce que je trouve que ce que vous faites, c'est formidable. En tant que kiné du sport, médecin du sport ou chirurgien du sport, nous sommes entourés de staff où règne l'empirisme, et de placer votre réflexion et votre enseignement sur la science, c'est quelque chose de remarquable, surtout en France. Bravo. Alors je vais vous parler de quelque chose de très particulier qui est la réparation du LCA, dont vous savez tous que ça ne marche pas. Vous verrez dans ma communication une indication très particulière et très rare, mais la réflexion scientifique derrière cette technique est quelque chose de très intéressant. Alors, si nous proposons ce type de chirurgie, c'est d'abord sur un constat qui est particulièrement douloureux pour moi, qui a un volume d'activité énorme sur le croisé antérieur, c'est quand on regarde la science, nous sommes pas mauvais, mais très mauvais. Sur les populations à risque, dans la littérature, de 18 à 28% de re-rupture. C'est un drame absolu. En termes de réopération après chirurgie du croisé antérieur, regardez la littérature, 18 à 26%. C'est-à-dire qu'un quart de nos patients vont avoir une nouvelle chirurgie dans les années qui suivent une reconstruction du LCA. Comment peut-on accepter cela? Et enfin, le principal critère pour lequel on propose une chirurgie des patients, c'est le retour du sport. Regardez dans la littérature, uniquement 50 à 65% des cas. Cela veut dire que nous n'avons pas des améliorations à faire, mais nous avons une place énorme pour améliorer nos résultats parce qu'ils sont très mauvais. Alors je vais vous parler de cette histoire de ma princesse Zouzou, qui est une athlète slovaque très forte en slalom. Et l'histoire commence 4 ans avant l'histoire que je vais vous raconter. Juste avant les Jeux Olympiques de Sochi, 3 mois avant, elle se fait une rupture du genou gauche, je crois, une rupture du LCA du genou gauche. Donc elle m'a vu, bien évidemment, particulièrement triste parce qu'elle était leader de la Coupe du Monde à l'époque. Et je lui ai proposé un traitement conservateur avec une grosse préparation physique, de la kiné, une attelle, tout ce qu'il fallait. Elle allait très bien 15 jours avant les Jeux de Sochi. Et quelques jours avant la course, elle a fait un nouvel accident et fait une rupture complète. Donc elle a loupé les Jeux de Sochi, je lui ai fait une reconstruction du LCA. 4 ans après, chose incroyable, elle m'appelle le 17 septembre, alors qu'elle s'entraînait en Argentine, les Jeux étant en février, pour une rupture du genou contralatéral. Donc elle était complètement désespérée, c'était ses derniers Jeux Olympiques, et donc elle est allée voir à peu près tout ce qui se fait en termes de chirurgie du LCA dans le monde, où globalement tout le monde lui proposait de nouveau un traitement conservateur, puisque les délais étaient trop courts. Et après une longue discussion, puisque le traitement conservateur avait échoué 4 ans avant, je lui ai proposé une technique particulière. C'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, je n'ai pas un recul énorme, mais on va essayer de réparer ton LCA, et c'est peut-être la seule option possible pour que tu puisses participer aux Jeux Olympiques. Alors dans la presse, vous voyez, comme toujours, c'était « Princess Zouzou will undergo experimental surgery to save season ». Ça, c'est toujours l'aspect médiatique assez incroyable, chirurgie expérimentale. Et voilà son histoire. I really love skiing, but it's really hard life to be a skier. We spend many days on the snow. It's always this part of the physical training is really hard for me. I broke my ACL on training in Argentina. I was skiing and my knee twist and the ligaments were broken. Just 5 months before the Olympics in Korea, she sustained right ACL rupture. Okay, I started to cry that everything is done. She was devastated because huge probability to miss the Olympic Games. She went to visit me and to ask me what was the other option that we can try for her to participate in the Olympic Games. So he proposed me this solution that I can be back faster, that it will take just 3 months for the recovery to come back. I was really confident on him and I said I have nothing to lose, I can just win. I explained to her what the solution to repair the ACL, but the testing before surgery she had explosive fibrosis. In her case, the ACL was torn thinly off the bone, and after suturing the ACL, we are able to put it up and reattach in the proper anatomic location. Then,
we run a biocompatible suture called fiber tape from the femur down to the tibia along the ACL. The fiber tape is attached to the tighter implant on the femur and a swivel on the tibia. It's logic to address the ACL tears, but also to address the anterolateral injury. So I also add an ILL reconstruction, which is, I think, a very good combination because you protect the repair as well. After the surgery, every day I did progress on the ski. I was able to participate at the Olympic Games. I did 2 World Cup races. Everything was going just perfect. For Veronica, the recovery was very, very impressive. 1 week recovery for her is 1 month for normal ACL reconstruction. In fact, she ran after 4 weeks, so she was completely confident of the procedure because it was safe, and she really appreciated the fact that we don't take any risk for the future of her life. I just can say thank you to Bertrand that I think we did a nice job together. I'm really happy that we did that and that it works and that maybe it will help for the other in the future. C'est l'histoire de Princesse Zouzou. Donc ce qui était un challenge incroyable, c'est que vous savez tous ces protocoles de rééducation dont vous êtes tous forcément impliqués. Eh bien pour elle, c'était simplement cela qu'il fallait lui permettre. Et donc on se lançait dans un défi qu'on ne connaissait pas et on ne savait pas bien où on allait. Alors je vous ai montré, c'était sa rupture avec effectivement l'examen clinique, il y avait un Lachman, il n'y a aucun problème. Et par contre, regardez, elle avait aussi un ressaut assez important, un ressaut explosif. Et je vais vous expliquer comme c'est important cette analyse. Donc, ce que nous avons fait une réparation du LCA, c'est-à-dire qu'on récupère le LCA et on le réattache à son insertion fémorale. Mais en plus, on a fait une reconstruction du ligament antérolatéral pour traiter ce problème de pivot shift. Voilà l'aspect de sa rupture. C'était une rupture proximale. On y reviendra, c'est très important. C'est-à-dire qu'elle était détachée du fémur. On fait en percutané ce qu'on faisait avant, l'équivalent du lomère, c'est-à-dire qu'on fait des toutes petites incisions pour faire une plastie antérolatérale. On utilise en général un droit interne. Dans son cas, pour éviter le prélèvement, j'ai pris une allogreffe. Donc ça, c'est la plastie antérolatérale. On reviendra après sur le plan scientifique pourquoi c'est important. Donc vous voyez, quand vous avez 3 petits trous en externe, c'est qu'on fait des plasties antérolatérales. Voilà. Et pour le LCA, donc on conserve complètement ce LCA natif. On place à l'intérieur un tuteur, vous allez voir que c'est important parce que c'est probablement ce qui permet la cicatrisation. Et on va véritablement le suturer avec des toutes petites pinces, vous voyez, qui nous permettent de récupérer le LCA. On passe des sutures. Ça, c'est le tuteur qu'on met à l'intérieur. On a un petit bouton sur la partie externe du fémur qui nous permet de nouer nos fils de suture. On fixe le tuteur en extension au niveau du tibia. On attache le ligament antérolatéral en extension, c'est important. Et voilà l'aspect final. Vous voyez, le LCA, il est complètement réattaché à son insertion fémorale. Voilà l'aspect de l'IRM post-opératoire immédiate avec le ligament antérolatéral et l'image au bout, c'est une image à 3 mois où on a l'impression que le LCA est parfaitement tendu et cicatrisé. Alors, on va revenir sur l'historique parce que vous savez tous que ça a été tenté il y a très longtemps et que ça n'a pas marché, que ça a même échoué. Donc pourquoi? Je vais vous expliquer historiquement et sur le plan scientifique ce qui s'est passé. Le premier papier qu'il y a sur les réparations du LCA, c'est assez incroyable, il date de 1903, où des chirurgiens se sont amusés à réparer un LCA et un LCP chez un militaire avec un très bon résultat. Donc c'est le premier papier 1903. Donc c'est assez impressionnant, c'est vraiment pas récent. Ensuite, il y a eu dans les années 80 une mode où on réparait les LCA, on disait que c'était la technique de référence pour les athlètes. Donc ça a été fait avant l'apport de l'arthroscopie, c'était une technique qui était faite régulièrement et qui donnait visiblement des bons résultats. Jusqu'à ce que John Feeding, c'est un chirurgien américain très important qui vient de décéder, qui a montré qu'à 5 ans, les résultats de ces réparations étaient extrêmement mauvais. Et donc ça a donné un trouble dans cette technique où on a commencé à abandonner les réparations en se disant peut-être qu'à long terme ça ne marche pas. Puis en fait, surtout lorsqu'on faisait ces réparations du LCA,
La conséquence immédiate et systématique, c'était un plâtre en post-opératoire, ce qui était extrêmement lourd pour les patients. Dans les années 80, on a démocratisé la reconstruction du LCA, quelle que soit la technique. Au départ, c'était surtout le temps de rotulien, mais surtout, ça a été une notion très importante pour les patients parce qu'ils n'étaient pas plâtrés en post-op, ils avaient une rééducation immédiate, ce qui faisait qu'ils avaient des suites beaucoup plus faciles. C'est pour ça que les réparations du LCA ont été abandonnées au profit des reconstructions, parce que les suites post-opératoires étaient beaucoup plus simples pour les patients. Alors, quels sont notre background scientifique pour proposer ces réparations? Vous allez voir qu'il y a deux axes qui se sont développés de manière considérable sur les, je dirais, 5 dernières années. Il y a deux éléments clés qu'on a découverts ou qu'on a redécouverts. D'une part, c'est la biologie. C'est-à-dire qu'on sait que ce LCA natif, en fait, il contient tout ce qui est important pour la cicatrisation, puisqu'on fait une greffe, c'est ce qu'on veut obtenir. Et la deuxième chose, vous allez voir, là on n'est pas d'accord parce qu'il y a surtout les Européens, je dirais plutôt les Français, qui poussent pour les plasties extra-articulaires, qui ne sont pas du tout faites, par exemple, dans les pays anglo-saxons, mais c'est une bataille qu'on est en train de gagner, vous allez voir pourquoi. Alors, sur le plan, le premier argument, je vous ai dit, c'est la biologie. Pourquoi? En fait, c'est assez incroyable. Depuis 30 ans, les chirurgiens orthopédistes se battent avec exactement les mêmes sujets. Quelle est la meilleure greffe? Quelle est la meilleure fixation? Mais comme je dis toujours à mes internes, si c'était la bonne question, on aurait la réponse, puisqu'il y a eu des milliers de publications. On n'a toujours pas les réponses, c'est-à-dire que la question est mauvaise, et qu'en fait, on a oublié quelque chose de fondamental, c'est que lorsqu'on fait une reconstruction du LCA, on fait une greffe. Et le meilleur argument qu'on n'a jamais eu, c'est qu'on est encore focalisé, les orthopédistes, sur la force, la résistance et la tenue de notre greffe. Le meilleur greffe qu'on ait jamais eu en termes de résistance, c'était le ligament artificiel. Le ligament artificiel, tout le monde le sait, ça a été une catastrophe absolue, parce qu'il n'y a eu aucune intégration biologique, et donc 100% d'échec. Mais l'orthopédiste a oublié que ce qu'on fait, c'est quelque chose de biologique, et que ce qu'on veut obtenir, c'est une cicatrisation, et non pas une greffe extrêmement solide. Le premier qui a travaillé sur le sujet, c'est assez incroyable quand on lit la littérature, c'est le professeur Oshii, qui est mon maître absolu, qui a fait un article en 2000 qui s'appelle ACL Augmentation et qui explique qu'entre 1992 et 1997, il préservait le LCA natif et il passait sa greffe à travers. C'est-à-dire que c'est le premier qui a évoqué le fait que de conserver ce LCA, ça permet peut-être d'obtenir une cicatrisation et d'avoir des résultats qui soient bons. Alors, en fait, pourquoi c'est important? Parce que ce LCA natif, il conserve tout ce que l'on veut pour qu'on obtienne une bonne cicatrisation. Il y a une vascularisation, il y a du bon collagène, il y a une bonne synoviale, il y a pour vous, les kinés, c'est vachement important, des neurorécepteurs avec tout ce qui est important pour la proprioception. C'est-à-dire qu'on sait de manière claire que ce LCA natif contient tout ce qu'on veut pour une cicatrisation. Et ainsi, on a développé cette technique qu'on appelle la SAMBA, parce que c'est Single Antero-Medial Bundle Biological Augmentation, où on conserve complètement ce LCA natif, et on va passer notre greffe à travers, et on pousse l'argument de biologie jusqu'à garder insérer les ischio-jambiers au niveau du tibia, parce qu'on préserve la vascularisation. L'idée, là, c'est de conserver l'environnement biologique pour avoir une meilleure cicatrisation de notre greffe. Alors le deuxième élément très important et qui est vachement débattu au niveau mondial actuellement, c'est très intéressant, ça y est, les Asiatiques s'y mettent. Je vous dis, ceux qui sont très en retard, c'est les anglo-saxons, c'est assez marrant. C'est les plasties extra-articulaires qui ont été abandonnées dans les années 90 à peu près parce que ça enraidissait les genoux. Quelle est la réalité en 2020 ? En fait, ce qu'on sait, c'est lorsqu'on a une rupture du LCA, on a une modification du centre de rotation qui passe des épines tibiales au plateau tibial interne. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, on a une augmentation de la translation antérieure, mais on a aussi une augmentation de la rotation externe du plateau tibial, donc un pivot rotatoire. Regardez cette vidéo qui est... Ah, on peut revenir en arrière. Vous pouvez lancer la vidéo. C'est une vidéo d'un LCA en frais, où vous allez voir comme c'est très intéressant. C'est des Italiens, c'est une équipe avec qui je travaille beaucoup. Donc en fait, c'est un LCA frais. Vous avez un Lachman, vous avez un pivot shift important. Donc c'est en frais, c'est quelques jours après la rupture. Et vous allez voir, dans cette équipe, ils s'amusent à faire un abord latéral systématique pour tous les LCA en frais. Et regardez ce qu'ils ont trouvé. On trouve une effusion avec du sang à la partie externe du genou. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de rompu. Lorsqu'on dissèque un peu plus, vous allez voir, la capsule articulaire est ouverte.
Ça, on ne le voit pas sur l'IRM, malheureusement. Donc la capsule articulaire est ouverte. Ils font 3 points sur la capsule en externe. 3 points, rien de plus. Pas de plastique de renfort, rien du tout. Et avant reconstruction du LCA, regardez, lorsqu'on reteste le genou, eh bien, le pivot shift a complètement disparu. Et le fait de faire des ligamentoplasties sous arthroscopie nous a complètement coupé la vision de ce qui se passait en périphérie. Dans les années 80, on ouvrait les genoux, il y avait des balafres énormes, et on réparait toutes ces structures. Maintenant qu'on se focalise sur l'arthroscopie, on est obsédé par cette petite plastie intra-articulaire, et ça fait 30 ans qu'on tourne autour et qu'on ne progresse pas. En fait, le premier papier qui a démontré ça, c'est ça qui est incroyable lorsqu'on lit, c'est 1990, où Engelbertsen a montré que lorsqu'on fait une plastie extra-articulaire associée à une plastie intra-articulaire, on diminue de 40% les contraintes sur la plastie intra-articulaire. Donc ça a un rôle non seulement de traiter les lésions périphériques qu'on oublie, mais en plus de protéger la greffe en intra-articulaire. Alors nous, on est très fiers parce qu'on a publié cet article qui est l'article le plus cité sur les 3 dernières années dans l'American Journal. On a reçu un award à l'ANA en 2017 où on a comparé 502 athlètes de moins de 30 ans avec 3 types de greffes: reconstruction isolée du tendon rotulien, reconstruction isolée avec ischio-jambier, reconstruction avec ischio plus plastie antérolatérale. Dans notre article, on a démontré qu'on avait 3 fois moins de ruptures chez les athlètes lorsqu'on faisait une plastie extra-articulaire de type ALL, qui est encore rejetée par les anglo-saxons. C'est ça qui est marrant. Donc pour confirmer cette étude, on vient de finir une étude prospective randomisée où on a pris 600 patients, on a tiré au sort tendon rotulien, parce que vous avez vu, c'est encore le gold standard chez les Américains, versus notre technique, c'est-à-dire ischio plus ALL. On vient de finir la série. Sur les résultats préliminaires, on a 13 ruptures sur les tendons rotuliens versus 2 avec la plastie antérolatérale. Donc je peux vous assurer que dans le monde, via la publication, les plasties extra-articulaires vont revenir à la mode. C'est une évidence absolue parce que ça diminue le taux de rupture. Et je vous ai montré, nos résultats ne sont pas bons. On a aussi démontré sur 70 athlètes avec près de 4 ans de recul qu'on avait un taux de rupture avec cette technique ischio plus ALL, 5% de rupture, ce qui est acceptable. Et là, c'est encore une fois le plus très intéressant. Lorsqu'on regarde chez les hommes, on a 2% de rupture versus 13% chez les filles. Donc probablement que chez les filles, ce n'est pas encore suffisant. Il faut probablement améliorer encore notre technique. Mais en tout cas, on a montré des résultats très satisfaisants chez les pros avec cette plastie antérolatérale. Alors, ce qu'on sait aussi en 2020 sur la réparation du LCA, pourquoi ça a été abandonné? Alors, on a fait beaucoup de publications. Ce qu'on sait, en fait, c'est que les réparations du LCA ne sont possibles que lorsqu'il s'agit d'une rupture proximale. Si c'est une rupture mid-substance, ça ne marche pas. En fait, il faut que ce soit proche de l'os, parce que c'est l'os qui va apporter la vascularisation pour votre greffe. Donc, les seules réparation qu'on peut proposer, c'est uniquement sur des ruptures proximales. C'est assez facile à voir en IRM, mais c'est toujours confirmé au moment de l'arthroscopie. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, je pense qu'on va pouvoir réparer, mais on le confirme au moment de l'arthroscopie. La deuxième chose qu'on sait, c'est qu'il y a une énorme différence entre le processus de cicatrisation d'un MCL et d'un ligament croisé antérieur. Pourquoi? Le MCL, il y a un hématome qui va se constituer et qui va être à l'origine de fibrinogène, fibrine, collagène. Donc il y a un processus cicatriciel. En intra-articulaire, c'est complètement différent parce que vous avez le liquide synovial qui est agressif et qui va liser votre hématome et qui va empêcher cette cicatrisation. Par contre, et alors ça c'est les travaux de Martin Murat, elle travaille là-dessus depuis des années sur le processus cicatriciel, on s'est aperçu que lorsqu'on coupe un LCA, qu'on le répare, il nécrose. Lorsqu'on coupe un LCA, qu'on met un tuteur, il cicatrise. Donc c'est pour ça que vous avez vu dans la technique, on met un petit tape intra-articulaire dans le LCA qui va servir de support, de scaffold comme on dit, pour optimiser la cicatrisation. Alors il y a différentes techniques. C'est un copain américain de New York qui fait beaucoup de réparations avec des encres. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée parce qu'il y a un risque que les encres s'arrachent et passent en intra-articulaire avec des lésions cartilagineuses. Ça, c'est plus une technique, c'est un Écossais, Gordon McKay, qui propose ce genre de technique. Et nous, c'est plus ce qu'on fait, vous voyez, avec un tape à l'intérieur du LCA qui va servir de scaffold et de nourrice pour la cicatrisation de ce ligament croisé antérieur. Alors, notre expérience, elle est faible. Hein. Le premier cas que j'ai fait, c'est Véronica, c'était en 2017. Donc, on ne peut pas dire qu'on a 20 ans de recul. Ce qu'on sait sur ces réparations, et vous allez voir, c'est très intéressant pour vous, c'est que c'est un mystère absolu. Regardez,
c'est suite opératoire. Ça, c'est une semaine, je crois. Donc là, il n'y a rien de particulier. Je crois que c'est 3 semaines. On naviguait à vue. Comme on n'avait pas d'expérience, on ne savait pas. Je crois que ça, c'est aussi 3 semaines. Ça, c'est 4 semaines. Ça, c'est 5 semaines. Ça, c'est le testing à 6 semaines. Donc, le testing est parfait. Vous voyez, un bon arrêt dur. Il n'y avait plus de ressaut. Ça, c'est 3 mois. Et ça, c'est sa première Coupe du Monde à 3 mois et demi. Donc, ce qui était incroyable dans son recovery, c'est ce que je disais, c'est qu'elle n'a jamais eu d'amyotrophie. Et je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que j'ai opéré quelques milliers de croisés. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu une amyotrophie musculaire. Jamais, jamais, jamais. C'est comme si on avait fait une ménisectomie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le genou s'est fait berner et qu'elle n'a jamais déclenché ce processus que vous voyez tous et qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc c'est ce que je dis toujours. Moi, j'aimerais que vous nous aidiez tous, médecins du sport, les gens qui travaillent pour la tête. Pourquoi on ne déclenche pas ce processus d'amyotrophie? Et toutes les réparations que j'ai faites, j'ai observé la même chose. C'est-à-dire que les gens vont très vite et très bien parce qu'ils passent pas par cette phase d'amyotrophie qui est majeure. Regardez, le CASTART, c'est le test qu'on a développé pour le retour au sport, qu'on passe généralement à 6 mois. Regardez, à 3 mois, elle avait 90, ce qui est hallucinant, avec un test psychologique aussi qui était très bon. Les 2 tests étaient incroyables. Et surtout, lorsqu'on compare avec 6 autres skieuses au niveau Coupe du Monde que j'ai opérées. Regardez, pour la reconstruction du LCA, le délai moyen pour courir, c'était 10 semaines. Elle, c'était 4 semaines. Pour le ski, la moyenne, c'était 27 semaines. Elle, c'était 10 semaines. Et la compétition, c'était 48 semaines pour les autres athlètes, 18 pour elle. Donc, il y a un processus que je n'arrive pas à comprendre qui a fait qu'il y a... En fait, ce n'est pas un processus d'accélération, c'est qu'on ne passe pas par cette phase, je vous dis, délétère d'amyotrophie majeure, où on met des semaines à récupérer, et je n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2020, la chirurgie doit être à la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable d'adapter sa technique à la lésion qu'on opère. On ne fait pas toujours la même chose. Lorsqu'on répare une coiffe des rotateurs, on s'adapte à la lésion. Et ça me paraît incroyable qu'en 2020, en France, on a encore une technique pour une rupture du LCA. On doit être capable de proposer différentes techniques en fonction des différentes lésions. Ne pas oublier les plasties antérolatérales, je vous ai dit, probablement qu'on les oublie et qu'on les a négligées à cause du développement d'arthroscopie. Et surtout, je crois que c'est vraiment fondamental de préserver cet environnement biologique parce que ça permet une meilleure cicatrisation. Alors, comme toujours, il faut être assez humble et derrière la chirurgie, il y a beaucoup de mystères, des mystères cellulaires qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Puis mon dernier dada, moi, c'est le cerveau, puisque je fais une thèse de science là-dessus, et je suis extrêmement heureux que Kinesport ait invité Bill, Ali et Dustin qui vont nous parler de tous ces sujets, parce que je pense que c'est ça qui va nous permettre d'améliorer encore nos résultats, comprendre le mécanisme réactionnel ou réflexe qui se passe au niveau central. En tout cas, pour ma princesse Zouzou, ça a été un succès complet, puisqu'elle a été porte-drapeau de son pays aux Jeux Olympiques. Et c'était une tentative qui a donné un très bon résultat. Ça arrive parfois, il faut être un peu chanceux. Merci de votre attention.